Bien, tout le monde est au complet pour cette rencontre sur Sciences Po Bordeaux-Sud-Ouest. Bonjour à tous. Vous êtes là depuis ce matin, donc vous connaissez le programme. Je vais vous présenter nos deux intervenants du jour. Et ce fait sur l'Europe, on va parler beaucoup d'Europe pendant cette rencontre avec trois parties, trois groupes d'étudiants, différentes thématiques qui seront abordées. Et on a jusqu'à 16h30 pour parler de tout ça. Je vous propose qu'on commence sans tarder. Donc je vais vous présenter nos deux intervenants du jour. Et déjà, vous pouvez peut-être les applaudir rapidement. De la même manière. Alors avec nous, Sandrine Godin, bonjour. Et à vos côtés, David Zvar. Alors j'insiste là-dessus parce que vous voyez derrière moi l'écriture David Zvar, ça se prononce bien comme je le dis, et c'est sous le contrôle de l'intéressé, vous confirmez ? Bon. Vous aurez un micro bien entendu pour répondre. Quelques mots de présentation et après on rentre dans le vif du sujet. Sandrine Godin, je commence avec vous. Vous êtes vice-gouverneur de la Banque de développement du Conseil de l'Europe. Alors, vous avez passé une longue carrière au Trésor, 15 ans, vous avez connu plusieurs ministères, le ministère des Armées, le ministère des Affaires étrangères et Bercy bien entendu. Et on reviendra tout au long de cette rencontre sur vos missions aujourd'hui au sein de la Banque de développement du Conseil de l'Europe. Et je vous rappelle que vous êtes aussi énarque. Voilà. Et c'est un point commun avec votre voisin immédiat, qui, David Zvar, vous êtes aussi énarque. Et pour les étudiants qui sont ici, sachez qu'il a fait aussi Sciences Po. Donc tout ça résonne particulièrement. Alors vous êtes fonctionnaire mais aussi diplomate, vous avez été ambassadeur de France en Suède, vous êtes passé par l'Iran, par l'Arménie, vous avez beaucoup voyagé. Ça viendra aussi irriguer nos échanges aujourd'hui. Voilà pour cette rapide présentation et puis je vous présente nos intervenants de la partie 1, ils vont se présenter eux aussi. Qui a le micro chez vous à la partie 1? Alors, présentez-vous rapidement, les prénoms pour tout le monde. Donc bonjour, je m'appelle... Pardon. Bonjour, je m'appelle Adrien Dessau et je suis étudiant en 3e année à Sciences Po Bordeaux. Voilà, à côté. Bonjour, hop là, pardon. Bonjour, je m'appelle David Clément et je suis étudiant en cube à la prépa de Guest de Balzac à Angoulême. À côté, Thibaut. Donc bonjour, moi je m'appelle Pierre-Bernard Thibault et je suis en Cagne à la prépa de Bertrand de Born. Eh bien, allez-y, c'est vous qui ouvrez le bal. Très bien. Donc, Monsieur Zvar, bonjour. Madame Godin, bonjour. Donc, comme première question, donc, Monsieur Zvar, en tant que directeur de la section européenne du MAE, vous côtoyez et vous parlez régulièrement avec vos pairs dans les 26 ministères, dans les ministères plutôt de 26 autres pays. Madame Godin, vous de la même manière, vous travaillez avec des interlocuteurs institutionnels, publics comme privés. Donc, dans votre quotidien et dans votre travail, vos pairs européens, comme vos collègues français, eh bien, dans ce milieu, réfléchit-on en tant qu'Européens ou alors en tant que nationaux? Et est-ce que vous parvenez ou vos collègues parviennent-ils à dépasser les égoïsmes nationaux face aux menaces actuelles qui pèsent autour de l'Union européenne? Une question vaste, mais qui se lance? Sandrine, David, allez-y. Alors, j'ai fait un petit passage pour la secrétaire générale des Affaires européennes aussi à Matignon pendant 5 ans où je coordonnais les questions européennes. Et c'est surtout à ce titre-là que j'étais en contact avec les 26, alors non pas, il n'y a pas beaucoup d'homologues, mais avec d'autres États membres, on va dire de l'Union. Et dans ce genre de positionnement, on défend les intérêts de son pays et les valeurs de son pays, et on défend la position de son pays. Donc parfois, cela consiste à aussi, et c'est ça tout l'art de notre et le talent qu'on peut déployer, ça correspond à la défense de l'intérêt européen. Parfois, pas complètement, mais la plupart du temps, oui. Il se trouve que nous avons quand même une politique étrangère, mais ça, David le dira mieux que moi, qui, s'agissant de l'Europe, est quand même très, très ambitieuse, très orientée sur le projet européen et son intégration, et donc notre positionnement correspond à l'intérêt de l'Europe. Au Conseil de l'Europe, c'est différent parce que je travaille pour la banque, c'est-à-dire à l'intérieur de l'institution. Là, on est 43 États membres. Et là, je ne suis pas dans la banque pour défendre l'intérêt de la France, je suis là pour travailler pour la banque, au profit de l'intérêt de la banque et de l'intérêt de tous les actionnaires de la banque, à savoir, en gros, je suis chargée de la stratégie financière et que la banque ne fasse pas faillite, qu'elle ne prenne pas des investissements ou des risques inconsidérés, de façon à préserver son capital et la valeur de ce que les actionnaires ont mis dans le projet. Donc là, j'ai un positionnement différent, mais en revanche, et je terminerai par là, ce travail avec 43 actionnaires est un peu différent, donc, comme je viens de le dire, et s'effectue dans une institution qui comprend 35 nationalités. Donc, si on met bout à bout tout ça,
On raisonne français, parce qu'on est français et on le reste toujours, mais dans ce contexte-là, on est dans un raisonnement qui est beaucoup plus large, et en l'occurrence, pour le monde, qui est beaucoup plus large que la stricte Union européenne, puisque c'est le champ de la grande Europe du Conseil d'Europe. Merci beaucoup, merci de la question. On aura peut-être l'occasion de repréciser qui fait quoi dans les affaires européennes en France, mais mon rôle, c'est d'être parmi ces acteurs, un peu le commis voyageur de la politique européenne de la France. Donc effectivement, je passe mon temps à voir mes 26 homologues. Je fais à peu près un voyage en Europe par semaine. Et merci de la question, parce que c'est l'occasion de dire d'emblée que, pour ceux qui s'intéresseraient à la diplomatie, que vous y servez l'intérêt national. Tel qu'il est défini par le gouvernement, j'ajoute. C'est pas à vous de le définir, c'est le gouvernement qui le définit, et donc il faut être à l'aise avec ça, parce qu'il peut arriver que la définition du gouvernement ne soit pas la vôtre à titre personnel, et néanmoins vous devez la servir, et si vous avez un problème avec ça, il faut faire autre chose que la diplomatie. Et pour rebondir sur ce que disait Sandrine, ça m'est pratiquement jamais arrivé en 3 ans et demi de directeur de l'Union européenne d'avoir dans 95% des cas, ce que nous défendons à titre national est compatible avec la solution européenne que nous recherchons. Il arrive qu'il y ait des frictions, mais c'est vraiment très rare parce que nous avons globalement une politique qui cherche des solutions européennes. Pour certains collègues en Europe, c'est très différent et ils sont pris dans des tensions assez fortes. Nous cherchons, depuis l'origine du projet européen, à peser davantage dans le monde comme Français grâce à l'Europe. C'est ça l'origine de notre investissement là-dedans. C'est pour maximiser la puissance française. Et beaucoup d'Européens nous le reprochent, mais ils font tous pareil. Le Luxembourg est très conscient de ce qui pèserait s'il n'était pas dans l'Union européenne en tant que Luxembourg. Tous les pays pèsent davantage dans le monde du fait de leur appartenance à l'Union européenne. Il y a un pays qui a pensé qu'il pèserait davantage en sortant, qui s'appelle le Royaume-Uni, et qui pour l'instant n'en fait pas vraiment une démonstration éclatante. En tout cas, nous pensons, qu'on peut être très français, très européen, en même temps, et que c'est tout à fait compatible. Et que s'il y a des frictions, elles peuvent se gérer. Donc la deuxième question que vous posez, c'est comment la Banque de développement social pour l'Europe fait face au paradoxe inhérent à son modèle, qui consiste à accorder des prêts tout en poursuivant un objectif de développement socio-économique. En d'autres termes, comment conciliez-vous la nécessité de garantir la viabilité financière à travers vos prêts avec votre objectif de développement social européen ? Alors, c'est tout à fait compatible. Investir dans le social, c'est pas perdre de l'argent. C'est au contraire investir dans le capital humain, investir pour l'économie, pour la croissance du pays, et lui permettre de se doter d'infrastructures, que ce soit des écoles, des hôpitaux, des infrastructures de logement social, pour lui permettre d'améliorer les conditions de vie de sa population et d'améliorer de façon générale sa productivité, sa croissance, et donc tout ça contribue à l'enrichissement général et donc fait que l'investissement est remboursé, que le prêt qui est accordé au gouvernement en question est remboursé. Alors, comment est-ce qu'on fait quand même pour s'assurer qu'un pays qui peut traverser des zones de turbulence particulières, je pense à l'Ukraine en ce moment, je pense à la Moldavie, qui travaille, ce sont deux géographies dans lesquelles on travaille beaucoup, seront bien en mesure de nous rembourser. Parce que c'est quand même une des préoccupations. Comme je le disais, il faut quand même que les actionnaires de la banque s'y retrouvent et ne perdent pas d'argent et que la banque ne fasse pas de mauvais calculs. D'abord, on établit le besoin réel du pays, le besoin d'investissement de façon très précise. On ne va pas construire quelque chose de surdimensionné par rapport aux besoins. On fait une analyse très, très poussée. On fait beaucoup d'assistance technique. On aide beaucoup le partenaire à aider à la conception du projet d'hôpital, par exemple en Moldavie. La Moldavie aujourd'hui ne dispose pas d'hôpital, j'allais dire, digne des standards européens. Et donc prochainement, elle va pouvoir bénéficier d'une infrastructure qui est en construction dans le nord du pays et qui va couvrir l'ensemble des besoins de la population moldave avec des équipements à la hauteur des standards européens. Donc ça sera quelque chose d'important, mais on fait en sorte que ce ne soit pas non plus gigantesque, que ce soit quelque chose qui soit surdimensionné et qu'ensuite la Moldavie soit en difficulté pour nous rembourser.
On regarde la situation économique et financière du pays, on taille c'est un peu comme quand vous allez voir votre banquier pour obtenir un prêt pour acheter une maison, un appartement. Il vérifie que vos moyens sont à la hauteur de votre projet, mais aussi on favorise aussi, en accordant des périodes de grâce, le fait de donner plus de temps à la Moldavie de rembourser que notre pays. Quand on prête à l'Allemagne, à la ville de Berlin pour construire des logements sociaux pour les réfugiés que l'Allemagne accueille, il est clair qu'on ne prête pas aux mêmes conditions que les conditions qu'on prête à la Moldavie. Donc c'est du sur-mesure, mais pour l'instant, on n'a jamais eu aucun défaut. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun pays qui n'a jamais remboursé ce qu'il devait rembourser à la banque. Donc le social permet, cet investissement social que l'on fait, aide le pays, permet de faire du bénéfice pour la banque, parce que la banque fait aussi un petit bénéfice. On n'est pas une banque privée, on n'est pas là pour faire des bénéfices, ce n'est pas notre objectif central, mais moi, mon salaire, il provient des bénéfices. Il n'y a aucun État qui abonde le budget tous les mois de la banque pour que je puisse être payé. Donc nos salaires sont versés grâce aux bénéfices et à la bonne gestion financière que nous faisons de ces remboursements que nous plaçons, que nous reprêtons. Nous faisons un métier bancaire classique, mais sur une matière qui est sociale. Et on est la seule banque multilatérale de développement dont le mandat dans le monde est uniquement centré sur le social. La Banque mondiale fait un peu tout, on va dire, beaucoup d'infrastructures de transport de façon générale, mais aussi peut faire du social, mais dans le monde entier. La Banque européenne d'investissement, qui est la banque de développement de l'Union européenne, elle a plutôt une vocation axée sur le climat, aide à la transition climatique, aide à la décarbonation de l'industrie. La Banque européenne de reconstruction et de développement, qui est à Londres, elle aide plutôt le secteur privé, les entreprises, et elle a plutôt une vocation, je dirais, business, économie, PME, croissance. Nous, on a plutôt une vocation sociale et axée sur la protection des plus vulnérables, que ce soit des populations particulières qui ont vécu des choses particulières dans des catastrophes naturelles ou à la suite de guerres. Donc c'est un modèle économique qui est viable, qui permet à la banque de subsister et d'être là depuis 1956. David Zar, peut-être une réaction, est-ce que vous avez cette vision aussi sur le développement en tant que directeur de l'Union européenne ou bien OME? Est-ce que ça fait partie aussi de votre vision d'ensemble? Oui, la beauté de ces fonctions, c'est qu'on voit quand même à peu près tout, parce que dans toute politique interne, il y a un volet européen, ça Sandrine l'a bien vu depuis Matignon, et dans toute politique étrangère, il y a un volet européen aussi. Et notamment l'articulation de ce que nous faisons à titre national avec l'Agence française de développement, par exemple, et de ce que l'Union européenne fait avec ses propres moyens de développement. Cette articulation-là, qui peut être bonne ou mauvaise, c'est un vrai sujet. Et je mentionne, c'est latéral, mais comme tu as mentionné la Banque européenne d'investissement, nous souhaitons que dans le contexte de guerre en Ukraine dans lequel nous sommes, la Banque européenne d'investissement aille maintenant aussi sur le terrain de la défense. Et je le mentionne, on y reviendra peut-être, une des révolutions intellectuelles en cours dans les affaires européennes, dans les affaires de l'Union européenne, c'est que l'Union européenne commence à s'occuper des affaires de défense et d'industrie de défense. Et le fait que sa banque accepte, comme nous l'y poussons, d'investir dans ces domaines-là, si ça se confirme, dans les prochaines semaines, les prochains mois, ça sera un élément de cette révolution. Merci pour cette précision. On reviendra sur le thème justement. Allez-y. Ma question suivante va s'adresser à M. Zvar. En tant que directeur de l'Europe au sein du ministère des Affaires étrangères, avec votre expérience et votre expertise, quelles observations faites-vous sur les inégalités territoriales en Europe et quelles seraient selon vous les priorités à établir, mais aussi les futurs projets à envisager pour améliorer cette situation? Peut-être un peu se la partager celle-là quand même, parce qu'il y a une vraie question sur l'utilisation des fonds de cohésion, qui sont l'instrument financier européen pour gérer ces inégalités. Mais effectivement, pour traiter la dimension territoriale de cette conférence, j'essaye peut-être de trier un peu. Donc, vous avez un sujet qui est comment l'Europe arrive à réduire des fractures qui peuvent exister entre les États membres ou au sein d'un État membre. Par exemple, l'Italie,
qui depuis son origine a une vraie fracture nord-sud, reçoit des fonds européens qui l'aident à faire ça. Ensuite, j'ai élargi un tout petit peu la question sur cette notion de territoire, parce que j'ai quand même un peu réfléchi avant de venir. L'exercice est stimulant. Vous avez évidemment des sensibilités qui varient selon votre taille et l'endroit où vous êtes situé en Europe. Donc si vous êtes un petit pays balte à côté de la Grande Russie, vous n'allez pas avoir exactement les mêmes réflexes dans la crise en cours que si vous êtes le Portugal. Ça c'est sûr. Vous avez aussi une différence liée au niveau de vie, et un des drames de la partie Est de l'Europe, de l'Union européenne, et d'ailleurs ça vaut aussi pour les pays à l'Est qui ne sont pas dans l'Union européenne, c'est qu'ils se vident de leur sang. Vraiment, il y a une fuite démographique, mais qui devient un problème majeur pour eux, mais aussi pour nous, parce que ça fragilise la cohésion de l'ensemble. Je pense que la Bulgarie a dû perdre, depuis la fin du régime communiste, a dû perdre un quart de sa population, qui est partie. Et donc on a un vrai sujet là, et je pense que quand on réfléchit à l'Europe de demain, il faut qu'on réfléchisse à la liberté de mouvement, mais aussi à la liberté de ne pas bouger en réalité, et comment l'Union européenne peut aider les gens à rester chez eux, à leur donner toutes les opportunités qui leur permettent de s'épanouir, parce que s'ils partent tous, par exemple en Allemagne, où il y a un besoin démographique monstrueux, de millions de gens sur le marché du travail, on aura un problème de déséquilibre. Et peut-être dernier point, je profite un peu opportuniste de la question, l'Europe n'est pas un espace si grand que ça. Vous prenez, j'imagine que la plus grande distance, ça doit être Lisbonne à Helsinki, ça doit se faire en 3 à 4 heures de vol peut-être. C'est petit en réalité par rapport aux États-Unis par exemple. Or, dans nos représentations mentales, on a, je pense, surtout nous Français, un peu tendance à régionaliser. Donc il y a la France au centre naturellement, il y a l'Europe du Sud, l'Europe du Nord, l'Europe de l'Est, et on a un peu de mal à se dire que si c'est pas que les gens qui ne sont pas juste typiquement autour de nous peuvent être des alliés. On peut se construire des alliés très forts en Finlande, en Roumanie. En Roumanie, on le sait un peu, mais en Pologne. Donc aucune géographie n'est interdite pour notre action diplomatique. Je pense que ça a été un élément très fort de la politique de ce président, qui est très vite allé sur des terrains qui étaient des terrains un peu inhabituels d'investissement fort de la diplomatie française. J'étais ambassadeur en Suède, je l'ai vu en Suède, on est retourné récemment en visite d'État. On est en train de construire une relation très forte avec ce pays, même s'il n'est pas historiquement parmi nos plus proches partenaires. Alors, je ne sais plus quelle était exactement la question, mais c'est l'art de David d'avoir tellement élargi la réponse brillamment que... Mais elle touchait aux inégalités territoriales, et peut-être un mot là-dessus. D'abord, sans refaire l'histoire de la construction européenne, on a construit l'édifice de la communauté puis de l'Union européenne en agrégeant des économies et des États qui n'avaient pas les mêmes niveaux de développement. Et une des politiques principales, et c'est un des plus gros budgets du budget de l'Union européenne, avec la PAC, c'est la politique de cohésion. Et cette politique de cohésion, et c'est d'ailleurs, je crois, dans l'article sur les objectifs de l'Union européenne, l'article 1 ou 2 du traité sur l'Union européenne, je crois que l'objectif de faire converger, je crois que le terme convergence est bien présent, de faire converger les économies, et de rapprocher les États figure parmi un des objectifs de prioritaires de l'Union européenne. Et cette politique de cohésion, c'est de mémoire 350 milliards sur la période 2020-2027, on a un budget sur 7 ans. Et c'est encore une fois, avec la PAC, les deux plus gros postes de dépenses de l'Union européenne. Pour la France, ça représente à peu près entre 15 et 16 milliards sur la période par an pour les régions. Donc c'est quelque chose d'énorme, y compris pour la France. C'est-à-dire que tous les États membres bénéficient de la politique de cohésion. Et chacun va définir lui-même ses priorités, et chaque région notamment définit ses priorités. Par ailleurs, donc, on a ce processus de convergence via la politique de cohésion pour réduire les inégalités territoriales, que moi je définis comme étant territoriales à l'intérieur des États, mais aussi à l'intérieur des régions géographiques, comme tu disais, le nord, le sud, l'est, pour faire encore une fois converger. On a, via la politique relative à l'union économique et monétaire, qui à terme vise à ce que tous nous adoptions la même monnaie, puisque c'est ça l'objectif, l'euro, qui pour l'instant ne concerne que 20 États membres sur 27,
on a via l'Union économique et monétaire des critères de convergence qu'on va mettre en œuvre pour faire encore plus rapprocher. Donc on a, j'allais dire, si je puis me permettre de façon un peu familière, une deuxième couche. Et ça, cette deuxième couche, on va l'atteindre par des outils qu'on appelle la coordination des politiques économiques, qui vont permettre que chaque État va venir discuter autour de la table du Conseil des ministres de sa politique économique, expliquer ce qu'il fait en matière d'infrastructure de ferroviaire, en matière de transition écologique, en matière d'investissement social. Chacun va bien expliquer comment il vise à résoudre et à se développer et à résoudre et à réduire les divergences et les inégalités territoriales infranationales et au-delà. Et cette coordination des politiques économiques, elle va permettre de faire en sorte qu'à terme, on puisse avoir une seule et même monnaie et avec une véritable politique intégrée. Donc ces outils de convergence, on a donc ces différentes couches, et puis on a la Banque européenne d'investissement, qui fait aussi beaucoup de développement régional. Alors, elle fait du climat, elle va faire de la défense, mais tous les tramways de France et de Navarre ont été financés par la BEI. Donc ce qui fait que vous allez en Roumanie, vous allez à Nantes, vous allez à Lisbonne, vous avez des financements pour les tramways dans toutes les villes. Donc il reste des inégalités, évidemment, il reste des inégalités, mais elles finissent par se lisser au fur et à mesure. Et la Banque du Conseil de l'Europe, qui elle est active évidemment dans les pays de l'Union européenne aussi, elle vise aussi à aller dans le même sens, à réduire les différences régionales. Par exemple, il y a une région, la Slovaquie est un pays un État membre assez relativement prospère. Il y a de l'industrie, c'est un petit État membre, mais relativement prospère, qui est très lié d'ailleurs à l'industrie automobile allemande. Il y a beaucoup de sous-traitants d'industrie automobile allemande, donc il y a un tissu économique assez fort. Mais il y a une petite région, dont le nom m'échappe, je ne parle pas trop le slovaque couramment, qui a un nom un peu long en plus, qui est un peu isolée. Et il manque des routes, il manque des lignes de chemin de fer, il manque des écoles, etc. Et on essaye, avec les moyens de la Banque, du Conseil de l'Europe, d'aider justement à la construction de routes. Alors aujourd'hui, la construction de routes, ça peut être très polémique, hein, parce que construire des routes, c'est pas forcément quelque chose qui peut être en lien avec la transition écologique, pourquoi pas des trains, mais déjà, il y a des régions à désenclaver, pour que les gens puissent aller bosser, et on leur offre la possibilité d'avoir une route en meilleur état que le chemin de terre. C'est déjà pas mal. Et on est pourtant dans un pays assez riche, hein, qui est encore une fois la Slovaquie. Il y a cette région qui est j'allais dire, à désenclaver en priorité. Donc l'Union européenne, c'est un moyen assez puissant, avec tous les outils dont elle dispose, et toutes ces priorités-là, pour essayer de réduire les disparités. Et on fait la même chose vis-à-vis des pays candidats, pour les faire converger dans le cadre du processus d'élargissement. Lorsqu'ils vont adhérer à l'Union européenne, ils seront en meilleure place, je dirais, grâce à des financements et des investissements que l'on fait en amont de l'élargissement. Et pour éviter aussi ce que David mentionnait, à savoir la fuite des cerveaux, et dernier exemple, en Serbie par exemple, la Banque du Conseil de l'Europe finance la rénovation complète et l'extension de l'université de Belgrade, parce que les étudiants aujourd'hui serbes, ils partent en Europe faire leurs études. En Europe, j'allais dire, dans l'Union européenne, partent de leur pays. Mais la Serbie, elle a cruellement besoin de garder aussi des forces vives, une élite, d'avoir aussi des universités qui fonctionnent, de la recherche, des laboratoires de recherche. Et donc on rénove complètement et on réhabilite une vieille fac avec des labos de recherche dans le cadre d'un vaste projet à Belgrade, parce qu'on veut essayer que les étudiants serbes aient de meilleures conditions de vie et de travail et de recherche dans leur pays avant de songer à le quitter. Parce que notre intérêt, c'est pas de vider, j'allais dire, et c'est un vrai sujet pour les pays des Balkans, hein, de façon générale, c'est que ces pays sont en voie d'adhésion à l'Union européenne dans les prochaines années, ils seront là, autour de la table parmi nous, mais il faut que leurs forces vives restent à la maison, je puis dire, on a besoin d'eux aussi pour faire contribuer à la stabilité, au développement de leur pays. Donc c'est tous ces efforts-là qui font qu'on essaie de réduire et de lisser les inégalités autant que possible. Après, voilà, c'est un travail qui dure depuis des dizaines d'années et qui n'est pas prêt de se terminer, surtout au fur et à mesure que l'Union européenne s'élargit. Puisque on verra sur on va en parler. Il nous reste le temps fil, il nous reste un peu moins d'une heure, on a encore deux parties, deux questions, et je vous invite, s'il vous plaît,
Un tout petit peu. Voilà, vous avez déjà balayé très 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 large là. Deux dernières questions rapidement et après on passe à la deuxième partie. Dernière question pour rebondir sur la notion de cohésion sur certains textes, sur les inégalités territoriales. Je voulais interroger la notion, parce que vous parliez du plan de la politique de cohésion 2020-2027, et on observe un retour d'un certain discours sur la compétitivité et la mise en compétition des territoires pour faire ressortir leur spécialisation, leur spécificité. En quelle mesure est-ce que le retour de la notion de compétitivité permet d'accompagner l'intégration des régions les plus marginalisées, ou est-ce qu'elle peut entrer en quelque sorte en contradiction avec une volonté de cohésion? Allez-y. Concurrence ou compétition? Donc, de ma fenêtre à moi, effectivement, le sujet de compétitivité revient très fort, appliqué à l'ensemble de l'Union européenne, car nous constatons, je suis désolé de partager cette très mauvaise nouvelle, mais nous constatons que dans tous les domaines industriels clés pour notre avenir, pour votre avenir, nous sommes en risque de décrochage. Espace, intelligence artificielle, biotech, etc. Et cette prise de conscience est en train de se généraliser au niveau européen. On va en parler dans un prochain Conseil européen. On a des rapports qui vont traiter ce sujet. Et vous avez un nouveau thème qui apparaît dans le débat européen. C'est très récent, c'est très frais. Sous fond de compétitivité, c'est la politique industrielle. Et moi, je dirais que ce défi de compétitivité devrait plutôt nous amener, en tout cas c'est vers ça qu'on va pousser, à renforcer les politiques de convergence sur l'ensemble de l'espace européen, à approfondir le marché unique pour que ça soit un marché réellement unique. Il n'est pas si unique que ça. Si vous montez une boîte ici, ça ne va pas être aussi facile pour vous de la développer en Pologne que pour quelqu'un en Floride de le faire dans l'Arkansas. Donc il y a un travail à faire là-dessus. Il y a de la politique industrielle, ce qui veut dire de l'argent européen à trouver pour pouvoir globalement, mais comme européen, au niveau de l'Union européenne, reboxer au niveau des énormes compétiteurs que sont les États-Unis et la Chine. Je vous propose qu'on passe à la partie 2 parce que vraiment le temps file. On va faire le deuxième groupe s'il vous plaît. C'est un peu sec, hein, je suis désolé, mais on a un timing à respecter. Ça se prend comme on a dit. La partie 2, allez-y, merci beaucoup. Et pareil, je serai votre horloge parlante, c'est désagréable, mais c'est ainsi. Allez-y. Alors bonjour, tout d'abord on avait une question, donc on voulait vous parler du sentiment de citoyenneté au sein de l'Union européenne. Donc quelles sont selon vous les pistes quant à la création d'une véritable citoyenneté européenne qui pourrait renforcer donc, ce sentiment auprès des citoyens des États membres? C'est plus qu'un sentiment, la citoyenneté européenne, c'est quelque chose qui est central dans la construction politique de l'Union européenne, puisqu'on bénéficie d'un droit de vote. Donc c'est pas un sentiment, hein. Le 9 juin, c'est pas un sentiment qu'on va exprimer, on va exprimer son avis et on va contribuer à la définition de la politique européenne pour les 5 prochaines années. Donc c'est au-delà du sentiment. Alors peut-être que le sentiment en revanche est peut-être un peu plus diffus et que le droit existe, il est tangible, comme le droit d'ailleurs de faire beaucoup de choses, de faire des pétitions, de prendre des initiatives citoyennes, en dehors de tout ce qui existe via le Parlement européen ou via les élections nationales qui contribuent à nommer les ministres qui nous représentent au Conseil des ministres. Il y a plein de choses qui peuvent alimenter la notion de citoyenneté européenne ou la façon de donner son avis sur la politique européenne. Moi je pense que la citoyenneté c'est lié à un État. Là, on est dans une organisation internationale, on n'est pas vraiment dans un État, même si elle est d'une nature particulière. La citoyenneté, elle va aussi avec d'autres choses que le droit de vote, elle va avec l'impôt que l'on paye, que l'on doit. Elle va avec le fait de pouvoir participer à la défense de son pays. Enfin, c'est ça la définition du citoyen, c'est payer des impôts, aller se battre, mais donner son avis sur la politique et orienter les choix stratégiques de son pays. Donc là, effectivement, on en est un peu loin, parce qu'on parlait d'impôts ce matin, ça me permet peut-être de rebondir sur ce qu'on disait ce matin.
Trouver de nouvelles ressources pour le budget, ça veut dire sans doute créer de nouvelles ressources, comme on dit dans notre jargon propre, c'est-à-dire des ressources qui viennent alimenter directement le budget et pas simplement des contributions des États membres. Ça veut dire taxer des entreprises, sans doute, comme le proposait Nicolas ce matin, mais pas que les entreprises, c'est aussi taxer les citoyens, accepter qu'on soit taxé en tant que citoyen européen pour pouvoir financer une politique commune européenne. Accepter de, peut-être jamais, on espère jamais, mais peut-être de pouvoir prendre part à un effort de défense collective si le territoire de l'Union européenne est menacé. Normalement, il y a une armée professionnelle qui est là pour ça, mais prendre part à la contribution à la défense de son pays, comme on le fait au niveau national, on doit pouvoir avoir une extension au niveau européen. Donc je pense que là, la citoyenneté, elle est encore, elle est très tangible dans le droit de vote, mais si on assimile l'Union européenne à un État, parce que moi je ne fais pas complètement quand même, hein, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'on est en train de construire un État fédéral, on construit quelque chose de très original. Il faut aller plus loin et accepter de payer un impôt européen et accepter potentiellement de défendre son espace européen comme son pays. Et dans quelques minutes, pour qu'on puisse enchaîner les questions. Ouais. Mais la question est très belle et importante. Je vais dire sentiment d'appartenance plutôt que citoyenneté, pour apporter un petit complément à ce qu'a dit Sandrine. Les Ukrainiens en ce moment, ou les Moldaves, ils ont un sentiment d'appartenance extrêmement fort à l'Europe. Extrêmement fort. Et ils voient bien, eux, confrontés à la guerre sur leur territoire, dans leur voisinage, ce que ça veut dire, la différence de modèle que représente l'Union européenne par rapport à ce qu'offre la Russie. Je suis sûr que parmi vous, certains sont sortis d'Europe à un moment donné, vous passez quelques mois en dehors d'Europe, en Chine, aux États-Unis ou ailleurs, et tout d'un coup vous vous dites, tiens, mais en fait, je me sens vachement plus européen que ce que j'aurais cru. Et donc je pense que le défi est de faire comprendre et de faire éprouver par les gens dans leur vie que c'est pas un sentiment exclusif. Vous pouvez vous sentir très charentais et très français, tout le monde le comprend. On peut se sentir charentais, français et très européen aussi. Et je pense que c'est quelque chose qui existe dans une certaine élite européenne, dont vous faites partie, dont vous avez vocation à faire partie à travers le programme Erasmus dont on a parlé ce matin et qui de fait ne représente qu'1% de la population étudiante. Mais c'est quelque chose qui peut se diffuser et qu'il faut qu'on diffuse bien au-delà, parce que je pense que ça correspond profondément à notre réalité. Nous sommes des nations, mais tous nos territoires sont profondément marqués par une empreinte européenne, parce que dans l'histoire, on sait les interactions entre les Européens ont été très nombreuses. Merci. Donc pour rebondir sur ces questions de sentiment d'appartenance à l'Union européenne, est-ce que cette citoyenneté européenne, elle ne vient pas créer des divisions entre une élite européenne très consciente de ce sentiment d'appartenance avec des citoyens plus éloignés de ces notions-là? Pour tourner autrement ma question, est-ce qu'on assiste à une forme de citoyenneté européenne à deux vitesses? Oui, sans doute, c'est ce que disait David. Il y a plusieurs. C'est une manière d'accéder à la connaissance sur l'Europe aussi. L'Europe, c'est très concret. Simplement, la plupart du temps, on ne s'en rend pas compte, on ne le sait pas. On ne sait pas que lorsqu'on prend le tramway, ça a été le fruit d'un investissement financé par l'Union européenne. Et la région aussi, mais aussi par l'Union européenne. On ne sait pas que lorsqu'on va à Pôle emploi, enfin ça ne s'appelle plus comme ça maintenant, mais lorsqu'on allait à Pôle emploi, la moitié de la formation offerte, y compris la participation au fonctionnement du bureau Pôle emploi, financé par le Fonds social européen. On ne sait pas que la qualité de l'eau que nous buvons, au robinet, dans les bouteilles, tout ça est réglementé par des normes européennes extrêmement strictes, qui fait qu'on a des conditions d'eau potable des niveaux très élevés de sécurité et de santé. On ne le sait pas. On ne le sait pas, on n'apprend pas à l'école. On fait un peu d'instruction civique, je crois, à l'école aujourd'hui, mais pas suffisamment. En tout cas, on ne parle pas trop d'Europe, on ne parle pas assez d'Europe. L'Europe, ça paraît toujours compliqué à expliquer, alors qu'en fait, on peut en parler simplement. Et c'est très concret. Donc, on ne fait pas nous-mêmes l'effort, et c'est un peu le cas aujourd'hui, c'est pas un effort, mais c'est aussi, ça participe un peu de ce qu'on fait aujourd'hui, David et moi, c'est
c'est un peu sortir de nos bureaux à Paris pour venir un peu parler d'Europe à Jarnac, et on le fait aussi dans d'autres cas pour expliquer concrètement. Ça, c'est un défaut, une défaillance d'éducation par l'école, je pense, une défaillance de nos dirigeants aussi qui n'ont peut-être pas prêté suffisamment d'attention à faire la promotion d'Europe. C'est une défaillance de signalisation aussi. Il n'y a pas beaucoup de drapeaux européens en France. Vous allez dans d'autres pays européens, il y en a beaucoup plus. C'est quelque chose qui me frappe. Surtout dans les pays candidats, il y en a beaucoup. Bref, il y a une question de visibilité, d'appréhension, de compréhension. Si on se donne la peine, on peut expliquer l'Europe concrètement. Mais souvent, cet effort n'est pas fait. Donc, déficit de connaissances et donc peut-être citoyenneté à deux vitesses. C'est peut-être un peu fort, citoyenneté à deux vitesses. Ouais, mais quand même. C'est une question assez française, de deux manières. D'une part, les élites ont du mal à assumer d'être des élites et trouvent que c'est mal d'être des élites. Je pense que le problème, c'est si c'est des élites qui sont déconnectées du reste de leur population et qu'il n'y a pas de chance pour les autres de devenir des élites. Mais qu'il y ait dans toute l'Europe des élites qui savent travailler, coopérer ensemble, je pense qu'en soi, c'est une très bonne chose. Le rêve d'Erasme est d'ailleurs un rêve d'élite. Donc il ne faut pas non plus jeter ça de côté. Quelque part, ce dont on souffre en ce moment aux États-Unis, c'est qu'on perd ça. Il y avait autrefois aux États-Unis une élite qui, républicains, démocrates, partageait un certain nombre de grandes valeurs fondamentales. C'est plus le cas, c'est dangereux. Et la deuxième chose qui fait que c'est un sujet assez français, c'est que nous sommes un grand pays, le plus grand de l'Union européenne, en taille, ce qui veut dire que 80% de notre population n'est pas à proximité d'une frontière, et beaucoup de Français ne vivent pas l'Europe. La plupart des autres pays sont petits. Vous êtes slovaque, vous connaissez l'Europe parce que vous n'êtes pas besoin d'être dans l'élite pour être en permanence en contact avec 2, 3, 4 autres nationalités européennes. Donc paradoxalement, nous projetons énormément sur l'Europe, mais dans sa réalité concrète, c'est vrai, sans doute, que chez nous, plus qu'ailleurs, les gens qui font comme moi et qui passent leur temps à voyager en Europe, c'est moins nombreux qu'ailleurs. Donc probablement que plus que d'autres, il faut qu'on ait des programmes pour que ce ne soit pas juste les 20% de Français qui sont dans les régions frontalières qui aient un contact vécu, régulier avec la réalité, au moins dans le voisinage de l'Europe. Justement, pour rebondir là-dessus, quelles politiques et quelles initiatives pourraient être mises en place, si vous en avez des idées, afin de promouvoir une participation citoyenne plus active et inclusive? Donc, vous avez toute la problématique de la circulation, qui est en gros l'élargissement d'Erasmus. Ça a été dit ce matin, et c'est vrai. D'ailleurs, sur le contrôle, on travaille sur l'apprentissage, on travaille à essayer de l'élargir, mais c'est facile à dire, mais difficile à faire. Vous avez tout un sujet de circulation, mais votre sujet, c'est aussi la participation citoyenne, et là, semble-t-il, il y a une énorme responsabilité de chaque État membre, en fait. Et donc c'est à chaque État membre, et il y a des grandes variations selon les États membres sur la manière dont on discute de l'Europe, dont on implique les citoyens sur l'Europe. Nous-mêmes, on a eu plusieurs initiatives ces dernières années de différents types de consultations. Je ne suis pas sûr qu'on ait complètement trouvé la martingale. Et donc, je passe la parole à Sandrine, parce que je sèche un peu. Non, là aussi c'est peut-être une question française, parce que c'est peut-être un rapport qu'on a à la démocratie en général et à la proximité ou au caractère lointain de l'Europe, qui est quand même vécu plus par les Français que par d'autres pays. Moi je trouve que il y a quelque chose qui serait très utile, je ne réponds pas à côté, hein, mais c'est un peu quelque chose de parallèle. C'est qu'on puisse élire des députés européens qui aient un ancrage local. C'est-à-dire que là, la circonscription électorale, c'est la France entière, donc on va élire des députés européens qui vont pas avoir d'ancrage, qui ne vont pas revenir dans leur circo. C'était le cas il y a quelques années. Tout à fait. Donc, c'est pas très efficace. On n'a pas trouvé le bon truc en France, mais il faudrait qu'on trouve quelque chose qui fasse que vous ayez l'occasion le samedi matin sur votre marché de rencontrer vos députés européens.
Je pense que déjà, vous, en tant que citoyenne européenne, vous pourriez l'interpeller plus facilement et lui dire, voilà, parce que là, vous ne savez pas qui c'est. Vous allez lire des gens sur des listes, des gens que vous aurez peut-être vus, entendus dans les médias, sur les réseaux sociaux, mais concrètement, vous ne les verrez jamais sur le marché de Jarnac. Donc ça, déjà, il y a une forme de proximité par rapport aux députés nationaux, je trouve, par rapport aux élus locaux, qu'il faudrait contribuer à combler. Déjà, ça permettrait de rapprocher. Alors après, des initiatives citoyennes, très franchement, c'était vraiment la question compliquée, parce que les consultations citoyennes qu'on avait organisées en 2018, 2019, je ne sais plus, on avait eu un peu de mal. Hein. Enfin, en gros, voilà. L'idée c'était, en gros, le président de la République de l'époque, Emmanuel Macron, avait dit dans toute l'Europe, enfin des grands débats, ça s'appelait pas comme ça, c'était consultation citoyenne sur l'Europe. On avait organisé ça. Et en France, très franchement, on a organisé plein de choses avec les régions, les élus locaux, etc. Et il y avait, moi j'ai visité pas mal d'endroits pour voir un peu comment ça se passait. Il y avait vraiment 20-30 personnes, parfois un grand maximum dans la salle, qui s'intéressaient au sujet. Hein. Il y avait aussi une plateforme électronique, on pouvait donner son avis, etc. Bon. Donc en fait, quand on donne la parole aussi, c'est compliqué. Il y a une appréhension par rapport au sujet. Le sujet fait peur, quoi. Hein. Bon. Le sujet fait un peu peur. Et sur les initiatives citoyennes, je pense que le sujet est compliqué. Il peut y avoir des choses faites par les jeunes Européens, par le mouvement des jeunes Européens qui a parfois des idées en la matière pour, par exemple, promouvoir les sortes de passes pour pouvoir voyager en train dans toute l'Europe. Ça existe déjà, la SNCF fait déjà ça, mais on peut élargir un peu le réseau, etc. Bon, mais ça prend pas complètement. Voilà, ça prend pas complètement. Eux, ce qu'ils proposent, c'est d'avoir un droit à la mobilité avant 25 ans, ça rejoint le sujet Erasmus, pour pouvoir bouger. Et pouvoir avoir le droit vraiment de se dire, quel que soit le cursus scolaire, pouvoir bouger dans toute l'Europe. C'est une initiative qui devrait être portée par les citoyens, c'est pas la jeunesse notamment. Je pense que ça mérite d'être porté. Pour revenir juste sur l'Erasmus pour les apprentis, c'était une priorité de la présidence française en 2008. On a mis en place quelque chose qui s'appelle le programme Leonardo, dont personne n'a entendu parler. Les apprentis, c'est une catégorie d'élèves qui ont moins de facilité à bouger parce qu'en général n'ont pas de cours de langue et les systèmes d'apprentissage ne sont absolument pas comparables d'un pays à l'autre. Et donc avant de trouver le pont possible entre le système d'apprentissage français et le système d'apprentissage allemand, on l'a toujours pas trouvé. Voilà, ça ne s'organise pas pareil, donc les périodes où on pourrait imaginer qu'il y ait des périodes de stage, de temps passé de l'autre côté de la frontière, etc., ça ne marche pas. Il y a un problème linguistique qui est plus fort que pour les étudiants du niveau universitaire, donc c'est quelque chose qui n'accroche pas. Et pourtant, on a multiplié par 3 le budget d'Erasmus en budget, donc ce n'est pas un problème de financier, pour une fois, c'est un problème de pratico-pratique. Il nous reste une dernière question pour tous les trois. Bonjour à vous deux déjà. Alors, on a évoqué cette appartenance, ce sentiment d'appartenance de citoyenneté à l'Union européenne. Moi, je vais davantage me fixer sur des politiques à l'intérieur même de l'Union européenne. Le cas de la Hongrie, qui peut représenter une menace pour cette stabilité de démocratie qu'on essaie de conserver. Alors, ma question est la suivante. L'Union européenne est-elle en capacité d'agir plus fermement à l'encontre de la démocrature hongroise? Alors, j'utilise ce terme de calme et Lévy dans le pays des Européens. Et si oui, l'organisation peut-elle jusqu'à réformer les institutions de ce pays? C'est pour moi, c'est le moment où je suis très conscient que je suis filmé. Et donc, il y a incontestablement un sujet hongrois, il y a peut-être un sujet slovaque aussi, il y avait un sujet polonais, il y aura peut-être d'autres sujets dans d'autres géographies. On en est tous très conscients. Et de fait, l'Union européenne ne pensait pas qu'elle aurait à gérer ce genre de problème. Parce que l'éthos ou la philosophie du projet, je vais être un peu critique là, rétrospectivement, c'était quand même que c'était le stade suprême de l'évolution humaine d'être européen. On a dépassé le nationalisme, on a dépassé tout un tas de choses, et donc on ne régresse pas une fois qu'on est arrivé à ce niveau-là. Ben si, on peut régresser.
qui a provoqué, et on était très démunis parce qu'on est allé chercher dans le traité, et il n'y a pas grand-chose dans le traité. Il y a une procédure, petit article 7, qui en gros pourrait marcher s'il y avait qu'un seul État, mais dès qu'il y en avait plus d'un, ils se protègent mutuellement et ils empêchent la procédure d'aller très loin, vers des sanctions, vers des suspensions de vote, etc. Mais nous avons créé un mécanisme, parallèlement à la mise en place du gros fonds de relance post-Covid, si vous vous souvenez, un mécanisme dit de conditionnalité état de droit. Comme on avait dépensé plein d'argent, on voulait quand même s'assurer qu'il serait à peu près bien dépensé. Et on a créé un petit levier là, qui fait que quand vous avez des violations d'état de droit qui ont un impact budgétaire, ça c'est une condition. Vous pouvez imaginer des violations d'état de droit qui n'ont pas d'impact budgétaire. Et si elles ont un impact budgétaire, là, on peut agir. C'est ce qu'on a fait, et c'est comme ça qu'on a quand même réussi à régler les plus gros problèmes que nous avions avec la Hongrie, après beaucoup de drames politiques. Mais enfin, l'histoire des derniers mois, c'est quand même que la Hongrie a bougé. Donc, on n'était pas prêt. On a un peu amélioré. Je pense qu'on n'est toujours pas là où il faudrait être. Il va falloir construire d'autres systèmes. Mais on fait quand même des progrès pour que ça devienne plus difficile à un État membre de totalement dériver. Et puis, vous avez une question juridique qui a déjà un peu traité. Vous avez une question politique aussi. C'est aussi une organisation politique. Et quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien, vous avez un réflexe de club qui est, après tout, il est dans le club, donc je ne me fâche pas trop avec lui, mais vous pouvez aussi casser un peu cette logique d'affectio societatis et faire vraiment les gros yeux à la personne pour que, voilà, elle change un peu son comportement. Merci à vous trois, et on va attaquer avec la dernière partie, s'il vous plaît. Les trois personnes. Au Conseil de l'Europe, on a la capacité de virer les États membres qui ne respectent pas les droits de l'homme. C'est ce qu'on a fait avec la Russie. Mais là, ça a été une décision assez radicale, prise par les textes. Donc c'est clair et net. Côté Union européenne, c'est plus compliqué, c'est pas le même type d'organisation. Merci pour la précision, Sandrine Baudon. Et on attaque la dernière partie avec vous. Nous avons 25 minutes. Oui. Alors, tout d'abord, déjà pour faire une rapide transition avec la partie précédente qui était donc plutôt tournée sur la démocratie et la citoyenneté au sein de l'Union européenne. Et donc maintenant, on passe à l'axe plutôt sur la défense et la diplomatie. J'aimerais vous poser une question concernant la politique d'élargissement. En effet, la démocratie d'un pays est un critère requis pour intégrer l'Union européenne. Pourtant, l'une des principales critiques adressées justement à l'Union européenne, et elle est sur son fonctionnement qui serait jugé parfois antidémocratique. Comment expliquez-vous ce paradoxe ? Moi, je conteste. Je conteste que le fonctionnement de l'Union ne soit pas démocratique. On a un Parlement européen qui est élu au suffrage universel, à la proportionnelle, à un tour, qui donne du coup une forme de démocratie à laquelle on n'est peut-être pas habitué en France parce qu'on n'est pas familier du système proportionnel et à un tour, mais qui donne l'occasion au Parlement de former des coalitions qui sont, je trouve, assez représentatives de ce que peut faire de mieux la démocratie, c'est-à-dire à chaque fois trouver le meilleur équilibre pour parvenir à un accord sur un texte. Donc, le Parlement européen, sauf erreur, est quand même une institution démocratique. Le Conseil des ministres aussi, les ministres sont tous élus par leurs concitoyens, leurs citoyens nationaux. La Commission européenne, le président, la présidente de la Commission européenne reçoit, je dirais, la bénédiction désignée par le Conseil européen sur la base normalement du vote qui est arrivé, du résultat du vote au Parlement européen. C'est une commission qui est validée par le Parlement européen. Le Parlement européen retoque systématiquement tous les 5 ans un ou deux commissaires, puisqu'il valide chacun, par des auditions, chaque commissaire, ensuite l'ensemble du collège. Donc le Parlement européen élu démocratiquement refuse parfois les candidats pour la Commission européenne qui sont présentés par les États. C'est arrivé à la France la dernière fois, parce que dans ce cas-là c'est démocratique quand même.
On a une cour de justice, un juge qui fait appliquer le traité, etc. Bon, on est dans un ordre juridique et dans un état de droit qui me paraît, bon, peut-être pas parfait, mais qui n'est pas complètement antidémocratique. Mais c'est vrai que l'état de droit est une valeur cardinale de la construction européenne. C'est pour ça que c'est quelque chose qu'on demande de respecter avec la plus grande rigueur lorsque un candidat frappe à la porte de l'Union. Donc l'état de droit, c'est un chapitre de négociation qui est un des chapitres les plus sensibles et les plus importants désormais dans les discussions. Et moi, je conteste le fait que l'Union européenne soit une organisation pas démocratique. J'abonde, et d'ailleurs, elle est considérée de l'extérieur comme l'espace le plus démocratique au monde. Et c'est bien pour ça qu'il y a une guerre en Ukraine. C'est bien pour ça qu'il y a une guerre en Ukraine. C'est que Poutine ne veut pas que l'Ukraine ait un destin dans cet ensemble démocratique européen, pour une raison simple, c'est que si ça se produit pour les Ukrainiens, il a peur que sa population se dise « pourquoi pas pour moi ?» Donc on peut contester la manière dont ça fonctionne, la bureaucratie, tout ce qu'on veut, même si c'est toujours intéressant de comparer avec le niveau national, et on se rend compte que, en fait, souvent il y a plus de transparence au niveau européen. Mais à mon avis, on ne peut pas vraiment contester que ce soit un ensemble démocratique. Dernière phrase, un peu au-delà du sujet démocratique, ce qui est très vrai, c'est que nous exigeons des réformes des candidats à l'élargissement. Ça a un pouvoir de transformation énorme. Les pays revoient tout de fond en comble pour pouvoir adhérer à l'Union européenne. C'est vrai que pour cet élargissement-ci, en particulier, qui est vraiment dans un contexte très stratégique, il va falloir aussi que l'Union européenne se réforme elle-même assez profondément, indépendamment de l'élargissement, mais aussi pour pouvoir faire cet élargissement. Et dans cet ensemble, vous pouvez avoir notamment un renforcement de ce qu'on vient de parler, des mécanismes peut-être un peu plus forts pour lutter contre les dérives de l'état de droit. Mais le cœur du sujet, il n'est pas dans des adaptations de l'Union européenne, il n'est pas sur le sujet démocratique, il est sur le sujet des politiques et de l'efficacité de la mise en œuvre des décisions. Ensuite, ma question s'adresse à David Zvar. La position française avant la guerre en Ukraine vis-à-vis des élargissements était négative. Depuis ce conflit, la position a complètement changé, comme on a pu le voir avec le statut de candidat donné à la Moldavie, l'Ukraine, la Bosnie-Herzégovine et plus récemment la Géorgie. Dès lors, qu'est-ce qui explique ce soutien face aux élargissements? Est-ce un outil contre l'influence russe? Et si oui, n'est-ce pas un outil limité? Donc, première réponse, la France ne change pas de position, elle a toujours la bonne position et elle la conserve invariablement. Deuxième élément, si changement il y a eu, il est du fait de la guerre. Donc la guerre, c'est quand même quelque chose, je ne sais pas comment on le vit ici à la Jarnac, mais c'est quand même quelque chose d'énorme. Ce qui se passe en ce moment à 3 heures d'avion d'ici. Moi, quand j'avais votre âge, c'était la période de la fin de l'histoire, la fin de l'Union soviétique. On pensait, d'ailleurs, on a eu raison pendant les 30 ans qu'on suivit, qu'on rentrait dans une période très calme, il n'y aurait plus de bouleversement tectonique majeur. Nous sommes dans une phase de bouleversement tectonique majeur qui, j'en ai peur, va concerner au moins les 30 prochaines années. C'est cette dimension-là. Ça nécessite des remises en cause très douloureuses et très structurelles pour certains États membres. La Suède, dont on a déjà parlé, est sortie de 2 siècles de neutralité à cause de cette guerre. L'Allemagne doit réviser à peu près l'intégralité de son modèle politique, économique, social. La France s'est trouvée confirmée dans ses principales orientations stratégiques antérieures à la guerre. Je dis ça sérieusement, en fait. Ça montre que l'Europe qu'on voulait faire, c'est bien celle qu'il nous faut, notamment sur le sujet de la défense. Mais sur l'élargissement, nous évoluons, parce que la guerre fait qu'il n'y a plus de zone grise, viable, stable, entre nous et les Russes. Si vous êtes entre nous et les Russes, vous avez vocation à être la cible d'attaques militaires ou d'attaques hybrides de déstabilisation. C'est la réalité qui maintenant est éclatante depuis le 24 février d'il y a 2 ans. Et donc nous n'avons pas d'autre choix que de travailler à l'intégration de ces pays dans l'Union européenne. Comment on fait ça, c'est un autre sujet, mais c'est une priorité dictée en fait par notre sécurité. Ça ne fait pas consensus en France. La question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Europe. C'est un vrai sujet des élections européennes, ça va être un des enjeux entre les deux.
Alors, je ne sais pas si ça doit être un sujet pour les élections européennes, parce que... C'en est un. Ah oui, C'en est un. Quand on écoute les différents partis politiques, différentes têtes de liste, il n'y a pas de consensus sur cette question-là. Vous connaissez mieux que moi, parce que c'est votre job. J'avais pas l'impression que l'élargissement était très haut quand même dans le débat, mais ce qui est sûr, c'est que les Français ont toujours été, depuis le premier jour de ce projet, contre l'élargissement, contre tout élargissement. Puisque ce que nous voulons, c'est que l'Europe nous donne plus de pouvoir, comme je disais au début. Et donc, à chaque fois qu'on élargit, on a cette crainte que ça va diluer notre capacité à utiliser les autres pour notre bénéfice. Je parle de manière un peu cynique, mais pour résumer. Voilà. Ça, c'est la caractéristique des Français, c'est qu'ils voient les élargissements comme menaçant notre influence dans le grand continent. Moi, je conteste ça formellement. Formellement, pour moi, l'influence française dans l'Europe des 27 n'est pas plus faible qu'elle ne l'était dans l'Europe des 8. Pas du tout, parce que quand vous regardez la manière dont ça marche, dont on poursuit nos politiques, on y arrive. Mais ce n'est pas le sentiment, ce n'est pas le réflexe, ce n'est pas l'instinct, et ça se voit dans tous les sondages. Donc nous avons un travail à faire pour expliquer en particulier pourquoi cet élargissement-ci est différent des précédents et s'impose pour des raisons stratégiques et de sécurité. Et ça, cette dimension-là, je pense que les Français l'entendent un peu plus, et j'observe d'ailleurs qu'ils sont plus favorables, tout en étant globalement défavorables, plus favorables à l'élargissement à l'Ukraine qu'aux Balkans. Et dans cette distinction, je vois, moi, la compréhension de l'aspect sécurité. Mais c'est un long travail avant qu'on arrive ou bien à un référendum, ou bien à un vote des deux chambres au 3/5e, parce que c'est comme ça que ça finira au terme de la Constitution. Merci pour la précision et on poursuit. Lors d'une précédente entrevue en janvier 2022 sur Radio Prague International, vous avez déclaré que l'Union européenne n'était pas une puissance militaire, mais que vis-à-vis des sanctions adressées à la Russie, je cite, il y a une très forte unité de vue européenne. Pourtant, depuis peu, le président Emmanuel Macron avait évoqué la possibilité d'envoyer des troupes au sol, appelant ainsi à un durcissement de l'attitude face à la Russie. La position de la France dénote-t-elle de celle voulue par l'Union européenne ? D'abord, je suis très impressionné par l'audience de Radio Prague International. Et bravo pour le travail de recherche. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a une conscience claire chez l'écrasante majorité de gouvernements européens que nous devons faire le maximum pour que l'Ukraine ne perde pas cette guerre. Le président a rajouté dans son action des 3 dernières semaines un vrai sentiment d'urgence à ça. Il a un peu secoué le cocotier, on va dire. Et ensuite, la question, c'est qui fait quoi? Et que fait l'OTAN? Que fait l'Union européenne? Que font les États membres? Que fait le G7? Etc. L'Union européenne n'est pas une puissance militaire. Je ne sais pas si elle ne deviendra jamais. C'est une puissance économique, commerciale. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'affaire ukrainienne, elle a commencé à aller sur un terrain militaire à travers le financement de livraison d'armes. Ça, on fait ça depuis 2 ans. Et là, vous avez, la semaine dernière, est sortie une stratégie pour l'industrie de défense européenne. Une des choses qu'on mesure dans cette crise, c'est que notre industrie de défense est à ce niveau-là, alors qu'elle devrait être à peu près à ce niveau-là. Et la réponse est en partie dans une politique européenne avec des financements pour qu'on remonte rapidement en puissance. Là, vous êtes dans un domaine industriel qui fait sens pour l'Union européenne. Les actions telles que celles que le président de la République a évoquées, elles ne sont pas envisagées dans le cadre de l'Union européenne. Elles peuvent mobiliser différents États membres qui se trouvent être membres de l'Union européenne, mais ce n'est pas l'Union européenne en tant qu'institution qui serait appelée à faire ça. Donc, pour approfondir cette question, si le projet de défense européenne ne semble pas réalisable à court terme, à l'échelle de l'ensemble des États de l'Union européenne, commencer à échelle réduite, comme par exemple en se basant sur l'Europe de l'Ouest, est-il selon vous une alternative viable pour créer d'abord une véritable Europe de la défense et ensuite, dans un second temps, de l'instaurer à l'échelle de l'Union européenne? C'est quand même le moment de rappeler que nous sommes membres de l'Union européenne, mais aussi, pour beaucoup d'entre nous, membres de l'OTAN, l'Organisation de défense collective, qui a été créée à peu près exactement pour gérer le genre de crise dans laquelle on est là. Et d'ailleurs, nous sommes très actifs. Dans le cadre de l'OTAN, nous avons déployé
2000 hommes à peu près en Roumanie. Donc il y a une organisation de défense collective qui existe, dans laquelle nous sommes pleinement impliqués avec les Américains, et vous avez tout un débat sur le degré d'implication des Américains à l'avenir dans cette organisation. Mais pour l'instant, il y a un énorme travail qui est fait là, et même le travail principal est fait dans ce cadre-là. Si vous réfléchissez à plus long terme sur comment l'Union européenne pourrait aller plus loin sur les enjeux de défense, peut-être puisqu'elle se constitue un jour une armée, je fais une parenthèse, j'étais en Suède, j'ai fait une intervention tout à fait dans un cadre comme ça, on m'a interrogé sur l'armée, j'ai expliqué toutes les raisons pour lesquelles ça ne me semblait pas une bonne idée, l'armée européenne. Et puis un étudiant m'a interrompu en me disant « Votre président vient de dire qu'il était pour l'armée européenne ». C'était vraiment au même moment. Donc c'était un petit défi de communication. Mais de fait, c'est une perspective lointaine au mieux, et là je suis d'accord avec vous. Ce qu'il y aura dans une phase intermédiaire qui, à mon avis, sera très longue, et peut-être même ça sera ça jusqu'au bout, c'est que les États européens qui sont, comme on dit, able and willing, qui veulent et qui peuvent, sur le plan militaire, doivent apprendre à travailler beaucoup plus ensemble, quitte à ce que ça soit un jour qu'ils fassent ça dans un cadre OTAN, ou peut-être un jour dans un cadre UE, mais ils doivent avant tout apprendre à mieux travailler ensemble. Et je ne réserverai pas du tout ça à l'Europe de l'Ouest. Nous avons fait ça, par exemple, au Sahel, au Mali. On a très bien travaillé avec des Estoniens au Mali. Donc la question clé, c'est able and willing. C'était la force Takuba. La sécurité de Guillaume. Peut-être un mot là-dessus, parce que j'ai, dans ma jeunesse, participé à la création de l'état-major du corps européen qui est à Strasbourg et qui réunit 7 États membres, dont la Pologne. Europe de l'Est, de l'Ouest, plus la Pologne. Pour une Europe de la défense, sur une vision commune, une vision claire de la menace, je crois qu'on l'a maintenant. Encore 3 ans, on ne savait pas trop, mais là, au-delà de ce côté d'une boussole stratégique, on a un ennemi commun, on le voit très bien, et on voit très bien ce qu'il fait. Il faut des moyens militaires crédibles, et donc une industrie de défense à la hauteur, et donc, comme l'a montré David Morilla, il faut être là. Il faut une chaîne de commandement qui soit efficace, parce qu'au moment de dire qu'on envoie des troupes au sol, il faut quand même qu'on soit tous bien d'accord. Si on y va, pourquoi on y va, combien de temps, pourquoi faire, quelle est la mission, etc. Et quel type de troupes au sol on envoie. Et aujourd'hui, on n'a pas exactement tout ça. On a la vision peut-être un peu plus claire. On a un état-major de l'Union européenne à 27, et c'est clair que ce n'est pas le bon format. On a des troupes, on est censé avoir des bateaux de troupes prêtes à intervenir, mais tout ça n'est pas encore complètement structuré. Il manque un peu on a des états-majors multilatéraux à 7 États membres, par exemple à Strasbourg, qui travaillent sur de la planification, font des exercices, etc., mais qui ne sont pas prêts à intervenir eux-mêmes directement demain matin en Ukraine. Donc en fait, il manque dans l'ossature, il manque dans la colonne vertébrale de tout ça, il manque quelques éléments. Et ça, on ne fera jamais tout ça avec 7. C'est clair, enfin, c'est évident, il en manquera toujours un ou deux à la paix, voire plus. Et donc c'est ça que c'est cette espèce de jeu de construction qu'il va falloir monter ces prochaines années, et rapidement quand même, en fonction de l'actualité, en fonction de ce qu'on peut faire de vite ou bien. Et ça, c'est pas complètement trivial, c'est pour ça qu'on l'a pas fait jusqu'à présent non plus aussi. C'est un ensemble c'est sans doute l'une des politiques les plus communes, les plus compliquées à mettre en place. Et on poursuit. Pour sortir un petit peu des sujets uniquement de défense et militaire, je voulais vous demander que, comme le haut représentant de l'UE n'est pas ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, alors qu'on entend de plus en plus les chefs de gouvernement et les diplomaties dire qu'il faut parler d'une seule voix, que ce soit face à la Russie, à la Chine, aux États-Unis ou même au sujet de l'environnement, est-ce qu'il ne serait pas temps d'unir les diplomaties européennes pour rendre cette volonté effective ? Est-ce qu'il n'est pas temps de faire du haut représentant le ministre des Affaires étrangères de l'Union ? Vous ne pouvez pas décréter l'unité de vue sur des sujets politiques ou diplomatiques. Ou le faire en nommant une personne. Comme vous n'arrivez pas à avoir d'unité sur une politique, vous désignez une personne et vous dites voilà,
Ce que cette personne va dire va être négocié par les États membres, s'il n'y a pas d'unité, elle va être réduite à un robinet d'eau tiède. C'est un peu la même sujet sur la question de défense. On peut imaginer construire un porte-avions européen, mais si on ne veut pas qu'il reste à quai, il faut que quelqu'un décide où on l'envoie, sur qui il tape, éventuellement, quelles règles d'engagement, etc. Donc il faut que vous ayez un accord politique. Donc, le haut représentant, il joue un rôle très éminent. D'ailleurs, ses interlocuteurs au quotidien, c'est des ministres des Affaires étrangères. Il doit faire émerger le consensus. Quand il y a un consensus, là, il est très fort. Quand il n'y en a pas, il est très utile parce qu'il essaye de réduire les divergences, mais effectivement, il ne peut pas s'exprimer aussi fortement parce qu'il est tenu par les différences entre les États membres. Et donc, si vous regardez les grands sujets du moment, sur la Russie, on a une unité de vue très forte, il est fort. Sur Gaza, ça converge un petit peu, mais enfin, moi, qu'on puisse dire, c'est qu'au début, on a eu des points de vue très très différents entre les 27 États membres. Vous avez vraiment un spectre extrêmement large si vous prenez de l'Irlande à la République tchèque, si je prends les deux extrêmes. Un spectre extrêmement large, c'est une réalité politique, et ça, aucune modification institutionnelle ne va empêcher ça. Donc ça nous renvoie plutôt au sujet d'appartenance, de construction progressive d'une culture stratégique commune, d'échanges entre nos militaires, entre nos diplomates, etc. Mon sentiment personnel, comme l'a dit Sandrine, c'est que on est trop nombreux et trop divers pour qu'on ait jamais une unité de vue forte sur des sujets offensifs. En revanche, sur des sujets défensifs, et l'Ukraine est un sujet défensif, à travers l'Ukraine, on est attaqué. Et là, vous avez une forte unité de vue. Quand il se passe quelque chose ailleurs et que la question c'est comment on va peser sur cette situation-là, là c'est beaucoup plus compliqué parce que la diversité s'exprime plus facilement. Et par rapport à un sujet aussi qu'on n'a pas encore abordé, l'environnement, on peut voir que l'UE, depuis quelques années, cherche sa légitimité auprès des États membres et des citoyens à travers la défense, à travers la lutte contre le changement climatique et l'érosion de la biodiversité. Et depuis les années 70, on a aussi vu se développer le domaine de la diplomatie environnementale que l'on peut définir comme l'ensemble des rencontres internationales sur le sujet, que ce soit les COP, les sommets, etc., mais aussi comme un ensemble d'actions hors cadre classique de la diplomatie, par exemple les actions de la banque, des banques diverses et variées. Et la politique commerciale de l'UE peut également rentrer dans cette définition, puisqu'elle en a la compétence exclusive et qu'elle peut y intégrer des clauses environnementales. Donc dans ce contexte, est-ce que cette diplomatie environnementale n'est pas un moyen d'affirmer la diplomatie unie de l'Union européenne sur la scène internationale et intérieure? Alors ce sera sans doute votre dernier mot, parce qu'il est bientôt 16h30. Okay. Ça pourrait faire office de conclusion. Très bien. Ouais, ça va faire conclusion. D'ailleurs, on va se partager, parce que je pense qu'on a tous les deux des choses à dire là-dessus. La diplomatie climatique, c'est un peu une exception au tableau un peu noir que j'ai dressé tout à l'heure. Globalement, le multilatéralisme marche beaucoup moins bien, le Conseil de sécurité est bloqué, on n'arrive pas à gérer les crises au niveau multilatéral. Et on retombe dans des tendances préoccupantes dans le monde. Sur le climat, on arrive encore à négocier. Ça c'est intéressant, ça révèle quand même que malgré toutes les polarisations et les tensions et les guerres, il y a quand même un sentiment commun qu'il en va de notre survie collective et donc on arrive encore à négocier. Il y a des pays auxquels on est incapable de parler, mais le climat est une exception très intéressante. Et c'est aussi très intéressant du point de vue de l'Union européenne, parce que moi je soutiens que dans ce domaine-là, l'Union européenne joue un rôle diplomatique majeur, leader dans le monde. Et d'ailleurs, j'ai vu un récent sondage où les Français, tout en étant un peu sceptiques sur le volet interne, qui est aussi dans votre question, de l'agenda climatique européen, sont très fiers du leadership externe de l'Union européenne sur cette question. Et moi, je suis très fier que nous soyons fiers de ce que l'Union européenne, dans ce domaine-là, est vraiment leader, pas juste pour la gloriole, mais parce que c'est à ce niveau-là, si vous pouvez avoir une politique exemplaire, si vous êtes français, vous n'allez pas entraîner l'Inde ou la Chine. Si vous avez une politique exemplaire quand vous êtes à l'échelle de l'Union européenne, premier marché développé du monde,
là vous commencez à avoir de l'attraction chez les grands partenaires. Ça c'est surtout sur le volet diplôme. Oui, parce que tout ça, ça part d'une politique commune qui est très affirmée sur la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique, avec une ambition très forte de parvenir à la neutralité carbone en 2050, et on a été les premiers au niveau européen à le mettre dans le débat international et à l'imposer. Et derrière, toute une série de textes qu'on appelle le fameux pacte vert, qui permettent de décliner en interne ce que ça veut dire et comment on assure cette transition climatique concrètement. Avec parfois des sujets compliqués, comme on l'a vu avec les agriculteurs, comme on le voit pour les zones à faible émission, les fameuses ZFE dans les villes, etc. Ah, ça ne marche plus. Je prends le vote. Donc c'est une politique assez qui a un développement externe très, très intéressant et très fort et qui impacte la négociation internationale, mais au niveau interne, qui est aussi très développée, qui est très mordante, au point que les États membres aussi ont parfois du mal à faire appliquer aussi des objectifs très ambitieux en termes de part d'énergie renouvelable dans leur mix énergétique ou en termes de mise en place de zones à faible émission, ce qui en gros oblige les villes à interdire la circulation dans les villes, dans certains quartiers. Donc c'est quand même assez puissant. Donc c'est un bel exemple de réussite, je trouve, de ce qu'a pu faire l'Union européenne ces dernières années. D'autant que cette politique s'accompagne de façon horizontale d'une forme de verdissement des autres politiques. La politique agricole, la politique de cohésion, la politique commerciale, puisque c'est par la politique commerciale qu'on peut aussi mettre en place, par la politique fiscale, la taxe carbone aux frontières, qui va permettre de taxer toutes les importations qui sont trop consommatrices de carbone, etc. etc. Donc on a là l'exemple type d'une belle politique qui a réussi, mordante, si je puis dire, mordante y compris dans le mauvais sens du terme, vous savez que les citoyens, enfin nous-mêmes, on est très impactés. L'interdiction de la vente de moteurs thermiques pour les voitures en 2035, c'est très lourd comme décision, parce que ça va impacter nos vies. On va devoir changer de voiture, acheter une voiture électrique. Donc c'est quand même assez concret. Donc bel exemple de réussite à la fois interne, même si c'est dur, et si ça mord, et si ça peut faire mal, et si ça peut coûter cher, mais aussi bel exemple au niveau externe et international. Une dernière relance, pour le plaisir. C'est une dernière petite question qui appelle à une réponse courte normalement. Bientôt se tiendront des élections européennes à l'issue desquelles un nouvel exécutif européen devra être formé. La France va devoir proposer un nom pour la Commission. Cette question s'adresse plutôt à monsieur Svar. Savez-vous qui sera le candidat commissaire et à quel poste? Et question subsidiaire, étant donné l'importance européenne de Mario Draghi, sa présence médiatique et sa disponibilité, on est en train de se demander s'il reviendra aux affaires au niveau européen. Est-ce le cas? Vous voulez qu'on coupe la caméra tout de suite ou... Ça va être vraiment très court comme réponse. Non, je ne sais pas. Plus que ça. Alors ce sera, en tout cas, merci pour ces échanges. Bravo.